Aussi le dernier intervenant qui va clôturer la journée. Alors il vient de loin, Bachir Mazouz, puisqu'il est enseignant-chercheur à l'UQAM, à l'ENA, pardon, à l'École nationale d'administration publique à Montréal. Et il est là, pas que pour nous en fait, pour tout vous dire, puisque demain et après-demain, on organise ici un colloque international avec des universitaires, je l'ai dit tout à l'heure, et donc il participe à ce colloque. On lui a demandé de venir faire la clôture de notre journée Optima pour venir parler un peu de sa vision des problématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Donc merci Bachir de ta présence. C'est moi qui te remercie, cher David. Bonsoir tout le monde. Écoutez, le sujet sur lequel vous avez penché, ou nous avons penché, j'allais dire aujourd'hui, c'est un sujet qui est à la fois passionnant, en regardant juste l'historique de l'administration publique, né avec une science de la police. C'est un traité de Belmarsh de 1705 qui amène un débat structurant à l'époque. C'était pour que la police puisse faire son travail correctement, il fallait coder. Et c'était une innovation majeure à l'époque. Alors il a fallu à peu près 3 siècles, 4, pour arriver à l'innovation telle que nous, aujourd'hui, nous la percevons. C'est-à-dire une innovation, une nouveauté quelque part, qui facilite d'abord et avant tout le quotidien du citoyen, la population, les entreprises. Et en la situant à proximité de la population, c'est-à-dire en utilisant le concept de l'innovation pour la qualité des services aux citoyens ici, c'est les populations et entreprises, bien évidemment, il a fallu à peu près un bon 3 siècles. La valise que vous avez traînée ce matin, c'est pour se rendre compte de la complexité de ce concept-là aujourd'hui. La valise que vous avez traînée ce matin pour arriver ici au colloque, juste pour placer des roues et puis une poignée, ça a pris 25 ans. Et qui a pensé à ça? Ce n'est pas un ingénieur, et ce n'est pas un concepteur, ce n'est pas un politicien, c'est un bagagiste qui voit les gens traîner plus proche du citoyen, mieux servir le citoyen, et de l'autre côté, plus proche du citoyen, mieux servir l'État. C'est ce qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur des dirigeants territoriaux, des employés territoriaux, des gestionnaires territoriaux. Aujourd'hui, c'est l'enjeu majeur auquel ils font face, et les défis sont énormes. Ce n'est pas le défi qu'a rencontré Belmarsh en rédigeant son traité de la police. Pour la petite précision, à la même époque, un Allemand rédigeait, je n'ai pas retenu son nom, je ne ferai pas l'effort ce soir, je suis encore sur le décalage horaire. À la même époque, il n'y avait pas Internet, et à la même époque, il y avait en France et en Allemagne 2 traités qui se ressemblent. Il n'y a pas de plagiat, il n'y a pas de communication entre les deux, l'histoire nous dit ça. C'est-à-dire qu'il y a certains facteurs qui amènent le débat aujourd'hui, et ce sont les mêmes facteurs qui ont amené le débat il y a 3 siècles. Les mêmes. Comment le gestionnaire, si je peux me permettre avec la télécommande, merci David. Est-ce que je dois appuyer ici? Juste ça. Comment le gestionnaire de proximité, et vous me pardonnez l'expression si elle ne convient pas, au Canada on l'appelle comme ça, le gestionnaire de proximité, c'est celui qui est en première ligne, comment il peut servir à la fois un citoyen qui devient de plus en plus exigeant, un citoyen râleur, comme vous dites en France, un citoyen qui ne pardonne pas, un citoyen qui manque aujourd'hui de patience parce qu'il est sous l'effet de la rapidité, qui est, elle, sous l'effet du numérique, qui, lui, sous l'effet de plusieurs facteurs. Et de l'autre côté, un État qui n'a pas la même notion du temps. C'est-à-dire le temps territorial et le temps de l'État sont 2 temps différents, comme dirait Brodel. Alors on arrive à une... Ça ne marche pas? Ou est-ce que c'est toi qui dois... Tu contrôles tout, c'est ça? OK. C'est parfait. Alors, 3 constats. Premier constat, c'est que les réformes sont généralisées aujourd'hui. Ce qui était dans les années 70 ponctuel, ce qui était cerné dans tel ou tel secteur, aujourd'hui, c'est généralisé. Une réforme administrative de moyens, on passe à une logique de résultat. C'est-à-dire, autrement dit, les gestionnaires parmi vous, et les employés aussi, ont une obligation de résultat aujourd'hui. La LOLF en France, la LAP au Québec, la C20 au Canada, le GPRE américain, la
en Australie, en Nouvelle-Zélande, une obligation de résultat. On a commencé juste par mesurer un peu, quelques indicateurs peut-être, évaluer, pourquoi pas, apprécier le travail. Mais aujourd'hui, il y a une obligation de résultat. Deuxième constat, des États qui misent davantage sur la capacité de transformation des organisations territoriales. C'est-à-dire, les États ont finalement compris, sous l'effet de plusieurs facteurs que je vais identifier tout à l'heure, sans les aborder en profondeur, ont compris que finalement, pour gagner en crédibilité, en légitimité, avec le coût que la démocratie a reçu, il faudrait être tout près du citoyen, mais pas vulgaire. Une expression de Napoléon. Tout près du citoyen, autrement dit, servir le citoyen, mais sans que le citoyen ne se sent servi par l'État. Il y a encore cet autoritarisme, il y a encore la grandeur de l'État, ou la noblesse de l'État, comme disait Bourdieu. On arrive à un débat sur le pilotage des politiques publiques. Il nous faut un pilote pour les politiques publiques. Il ne suffit pas de choisir à Paris ou choisir à Ottawa et puis donner ça aux fonctionnaires municipaux territoriaux pour l'exécution. Il faut qu'il y ait un pilote, un vrai pilote. Un débat sur les nouvelles structures d'offres. On a parlé des partenariats publics-privés, mais on parle aussi de ce qu'on appelle les FORP aujourd'hui, les nouvelles formes d'ouverture et de rapprochement public-privé. L'agencification et l'impartition, la sous-traitance est déjà vieux, et de nouveaux outils pour les gestionnaires. Les nouveaux outils pour les gestionnaires, c'est ancien. Vous savez, le premier débat sur les indicateurs, il date de 1937 sur les indicateurs. J'ai lu le rapport de la Cour des comptes du mois de mai 2018, et on a des écueils qu'on aurait pu éviter alors que le débat a eu lieu et des recommandations ont été faites. C'était par un futur prix Nobel à l'époque, c'était Simon avec Ridley, qui avait travaillé sur les indicateurs. Je pense que je t'ai envoyé le document, cher David, sur l'utilité des indicateurs, l'aspect simpliste des indicateurs. Simon proposait à l'époque, il était encore assistant de recherche, il proposait même à mesurer la déclaration politique et son authenticité pour maintenir la démocratie. Mesurer au sens mesuré, c'est métrique. Un troisième constat, c'est sur votre imputabilité, c'est-à-dire la responsabilité pleine et entière sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, finalement. Ces trois constats sont générateurs de tensions, ce que j'ai appelé, ou ce que nous appelons collectivement aujourd'hui, les tensions de gouvernance publique. Maintenant, c'est moi, c'est toi. Ces trois constats sont là aujourd'hui, accompagnés des valeurs contre lesquelles on fait de notre mieux pour parfois les éviter, les endosser, pas pleinement. Des valeurs comme de nouvelles valeurs, au fait, ou des pseudo-valeurs, on va dire, pour ceux qui ne les acceptent pas. Quand un citoyen dit « j'en veux pour mon argent », le principe de solidarité, il en prend pour son rhume. Quand le citoyen arrive, il dit « j'utilise, je paye, je n'utilise pas, je ne paye pas ». La République n'est pas bâtie sur ce principe-là. Non. Mais quelques années plus tard, on dit « oui, peut-être qu'il a raison ». On rentre dans le doute. Faire plus avec moins, c'est-à-dire faire autrement, finalement. Faire autrement, ça veut dire innover. Être à la fois efficient, efficace, économique, équitable. Demandez à n'importe quel comptable, il vous dira presque impossible. N'importe quel économiste, il vous dira c'est impossible. Un gestionnaire comme vous, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Point à la ligne. Et pourtant, il y a une autre façon de faire peut-être. Et puis, simplifier les choses. La simplification. Smart. On disait red tape et blue tape. C'était à l'époque, c'était une histoire de la cour espagnole et la cour britannique. Quand le roi voulait que ses affaires soient traitées de manière sérieuse, il serrait ses papiers, ses documents avec un ruban rouge. C'était le red tape. C'était l'histoire. Et quand c'était les affaires des gueux,
pour pardonner l'expression, c'était le bleu. Un cordon bleu, c'est-à-dire c'est les affaires de la populace, comme disait Napoléon. Ou de la population aujourd'hui, ou le citoyen, ou l'usager, ou le client tout simplement. L'entreprise le respecte. C'est juste pour la provocation. Hein. On arrive, ces facteurs-là aujourd'hui qui ramènent ce débat auquel vous êtes sensibles, mais la majorité, d'une manière ou d'une autre, vont subir les tensions que ce débat-là, au moment où on va innover, parce qu'on innove pour améliorer, mais l'aspect paradoxal de l'innovation, c'est qu'on va vivre l'enfer bien avant. C'est-à-dire les tensions, ces tensions-là, on doit les gérer aujourd'hui. On doit apprendre à les gérer. C'est ce qui paraît à travers ce qu'on a vu ce matin et cet après-midi, c'est qu'on a innové, mais à quel coût? Humain. On a parlé de l'enquête tout à l'heure, que ce soit le désabusement, ou que ce soit l'épuisement, ou que ce soit le désengagement, c'est un coût énorme. Pour vous, c'est-à-dire les employés et les gestionnaires du secteur public, territorial, ils sont plus concernés que les autres parce qu'ils sont en contact avec la population, ils sont en contact avec le sol. Si je compare la valise et l'innovation qui a conduit à ce que la valise suit son propriétaire et la population qui, elle, ne veut pas jouer le jeu de la démocratie, c'est-à-dire qui résiste, qui est encore par terre, qui n'a pas encore les roues, qui n'a pas encore les... Ces facteurs sont à peu près aujourd'hui présents dans toutes les démocraties modernes, tous les pays occidentaux. Finances publiques, il n'y aura pas plus d'argent pour les années à venir, pas plus qu'il y en a aujourd'hui. Ça, c'est une certitude aujourd'hui. L'aspect budgétaire, il n'y a pas un seul État aujourd'hui occidental qui échappe à la dette et donc à la cotation et donc à l'influence des organisations internationales, financières et non financières, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas un seul État qui est souverain. Donc pas de territoire souverain non plus, puisqu'on va aller chercher l'argent de ses ambitions chez les banquiers et les financiers. Le déficit démographique. Au Canada, de toute manière, sans immigration, on est condamné. On n'arrivera même pas à payer nos anciens fonctionnaires dans les années à venir. Au Québec, 40% de la population, 40% des baby-boomers qui partent à la retraite. Et on n'arrive même pas à avoir 75 000 sur 275 000 immigrants par année pour le renouvellement. On n'arrive pas. La concurrence est très rude avec l'Australie, les États-Unis et l'Europe. La rhétorique néolibérale, facile. Facile à convaincre, facile parce qu'elle est simple dans son contenu, elle est simple dans son message, elle est facile et formulée de manière très séduisante, elle est très puissante. Et en contrepartie, on a des revendications d'imputabilité. D'accord? Où on va? Qu'est-ce qu'on a dépensé? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Qui est responsable finalement? Le politique, lui, il a fait une promesse de changement. Il ne faut pas croire à tout ce qu'il dit. Il a fait une promesse de changement. L'administratif, il est tenu par la loi. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Le gestionnaire, vous êtes responsable des voies et moyens, comme dirait Colbert. Les voies et moyens. 3 forces dont je vais parler tout à l'heure pour pouvoir gérer ces tensions-là qui sont générées par des facteurs structurels. Rien à faire face à la Chine, rien à faire face à la Russie qui reprend la bête ou la poêle de la bête, rien à faire face à l'Inde pour les 20-25 ans à venir. Question d'économie d'échelle, nous sommes battus. Question de discipline des États, nous sommes battus. Question de brevet d'invention, la Chine à elle seule, le 7 décembre 2016, a déposé 2 fois plus de brevets d'invention que les États-Unis et l'Europe réunis. Et les brevets immédiatement opérationnels. Je ne parle pas des brevets scientifiques. On est dans une autre phase de l'histoire. Si on ne comprend pas ça aujourd'hui, si on ne comprend pas les enjeux que ces facteurs-là vont entraîner, c'est-à-dire finalement on va vers
et je dirais pas sur le court terme, mais sur le moyen terme, vers la catastrophe, s'il n'y a pas d'innovation, s'il n'y a pas cette façon, revoir la façon dont le citoyen est servi, revoir la façon dont l'État se comporte par rapport aux citoyens, revoir la façon dont l'État se comporte par rapport aux collectivités locales et territoriales, c'est-à-dire les services de proximité, pour qu'il n'y ait pas de friction, pour qu'il n'y ait pas de retard de livraison, j'allais dire, de services. Et la course vers la compétitivité que j'ai évoquée tout à l'heure, j'ai fait allusion à ça pour la Chine, l'Inde, le Brésil et les pays en émergence. La transposition et la valorisation des outils traditionnellement associés à l'entreprise. Chaque fois qu'on touche à l'évaluation ou la mesure, aux aspects qui sont plutôt comptables, financiers, ben non, ça c'est les entreprises qui ont fait ça. Il n'y a pas un seul outil qui a été créé pour l'entreprise elle-même. Pas un seul outil de gestion. Une bonne partie des outils de gestion ont été créés pour et grâce à la commande publique. Tous les outils de gestion, les tableaux de bord de gestion, la démarche stratégique, les approches stratégiques, les indicateurs objectivement vérifiables, les moyens de vérification, la gestion de projet, tout ça, ça a été créé pour répondre à des besoins publics. L'entreprise a été plus flexible, a été plus rapide. Elle s'est servie de ces outils-là et traditionnellement, on a associé ces outils-là à l'entreprise. Et on arrive aussi, la dernière présentation, c'était les aspects numériques aujourd'hui avec le potentiel. J'en ai pour 3 minutes, David, je n'irai pas plus loin que ça. Je dirais 5, avec une dilatation du temps. Et donc, on arrive à des enjeux numériques aujourd'hui. Il y a une partie de ce qui se joue à l'échelle internationale, de ce qui se joue dans les sphères de décision à l'échelle internationale, qui reste un avantage compétitif et concurrentiel européen et américain. Et c'est le numérique, pour l'instant et pour le moment. Ces facteurs-là, j'irai un peu plus loin. Non, ça c'est juste... Ah oui. Le cas extrême. Benjamin de Ruffton, ce matin, disait que dans son département ou dans sa région, je ne me rappelle plus, on est passé de 13 à 41. C'est bien ça, Jérôme? 13 à 41. La Nouvelle-Zélande, c'était presque la banqueroute, c'était la faillite, sauvée par un socialiste, Robert Meldon, parce que les institutions internationales ont sonné l'alarme, ont tiré la sonnette d'alarme. Il s'est réveillé à temps. Il a réduit, quelques années plus tard, le nombre de collectivités locales de 626 à 78, en disant aux gens, occupez-vous de ce que vous pouvez faire. L'État ne peut rien faire pour vous. On arrive aujourd'hui avec, bien sûr, un dispositif et des mécanismes qui permettent de sauver, en cas de défaillance organisationnelle, de sauver ces communautés. L'éducation prise par les communautés. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, à peine 144, mais ils sont 3 millions. 144 employés, gestionnaires, cadres supérieurs, qui gèrent tout le système de santé ou qui gèrent tout le système d'éducation nationale. C'est vrai, vous allez me dire, avec 80 millions de moutons qui gambadent, 20 millions de moutons qui finissent leur course dans nos marmites en Europe chaque année. 70% du beurre vendu à l'échelle mondiale vient de là-bas et 80% du lait en poudre vient de là-bas. L'innovation majeure, c'était juste de trouver des systèmes. Ce qui était société d'État est devenu société de citoyens. Des innovations très très simples, mais majeures quand même, qui ont construit de grands groupes. Ce sont des coopératives, finalement. Avec une force de frappe aujourd'hui, un État qui s'est complètement transformé. Donc c'est possible. C'est possible à condition que, d'un point de vue managérial, uniquement managérial, je ne parle pas pour le financier ou le juridico-administratif,
ça impose, cette démarche-là, toute innovation impose une reconfiguration des rôles et des responsabilités. Pour éviter quoi? Les zones de tension, ce sont les zones qui sont ici soulignées par des croix. Vous avez un système de gouvernance nationale, ce qu'on appelle le modèle français, advenant, ou le modèle américain. Ce système de gouvernance, c'est la superposition de, au moins, je dis bien au moins, 4 niveaux distincts. Celui des institutions, c'est-à-dire les valeurs qui portent la République, fraternité, égalité, liberté. Certains oublient prospérité. Elle est encore inscrite sur quelques immeubles, notamment à Aix-en-Provence, et une autre à Strasbourg. Je l'ai oublié, Gérant, peut-être que tu l'as en tête, la 5e valeur. Mais la Constitution a retenu 3, donc on va rester officiel. Au niveau des valeurs, au niveau des structures, c'est les formes, les ministères, les organismes, les agences, les partenariats. Ça, ce sont des formes de structures seulement. Et on peut innover au niveau des valeurs, on peut innover au niveau des structures, on peut innover au niveau des cadres formels de gestion. Les cadres formels de gestion, vous avez la LOLF aujourd'hui, mais vous avez aussi la loi sur la réforme des universités. Ça, ce sont les cadres, ce sont des lois qui permettent de savoir quels sont les protocoles, quelles sont les normes, quelles sont les règles, quelles sont les procédures à respecter. Les structures, ce sont les structures d'offres en service public. Une université, elle offre l'enseignement, elle offre la recherche, elle offre l'encadrement des étudiants. Un hôpital offre la santé. On a souvent associé la structure publique au pouvoir de l'État. Or, ce sont des structures seulement qui peuvent fonctionner de la même manière que n'importe quelle structure, qu'elle soit privée ou publique ou hybride. Il faut juste savoir innover. Et puis, nous avons des cadres de gestion formels, donc je disais, et des outils de gestion. Le débat aujourd'hui, et j'ai lu les actes du colloque, il y en a au moins 8 sur 16 qui parlent des outils. Quand on parle d'indicateurs, quand on parle de tableau de bord de gestion, quand on parle de planification stratégique, quand on parle de convention de performance d'imputabilité, le dialogue de performance, le débat, tout ça, ce sont des outils. Les rapports annuels de gestion, ce sont des outils. Ces outils-là, quand ils ne sont pas adaptés par rapport au cadre de gestion, créent des tensions. Autrement dit, oui, la loi dit, mais l'outil n'est pas là. Ou bien l'outil, je l'ai et je le maîtrise, mais la loi ne me permet pas de l'utiliser tel qu'il est. Cette tension, si on n'arrive pas à la gérer, en reconfigurant les relations qui existent entre le politique, le gestionnaire et l'administrateur, va affecter tout le système de gouvernance. Et c'est l'ensemble des tensions, c'est-à-dire les tensions en haut, ce sont des tensions éthiques, morales, elles sont institutionnelles. Des tensions organisationnelles, c'est quand l'éthique et la morale n'est pas respectée par les institutions d'offres de services, ce sont ce qu'on appelle des tensions organisationnelles, ou bien des tensions managériales. Nous avons un outil, mais qui ne sert pas les valeurs de la République. Ou nous avons un outil, mais qui ne sert pas la structure dans laquelle nous agissons. À ce moment-là, je prends par exemple la T2A, la tarification à l'acte. Il a fallu quelques années quand même avant que les comptables de l'hôpital l'acceptent d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que la santé n'a pas de prix, la santé, oui, mais elle a un coût. Et cette tension-là que vit le gestionnaire par rapport aux politiques ou par rapport à l'administratif qui, lui, il veut que la loi soit appliquée, cette tension, si elle n'est pas gérée, en reconfigurant les rôles, c'est ce qui bloque les systèmes. Et c'est ce qui a bloqué, à mon avis, humble, bien évidemment, avec toutes les réserves des chercheurs là-dessus, c'est ce qui bloque la majorité des systèmes de gouvernance des pays occidentaux par rapport à celui sud-est asiatique ou par rapport aux pays émergents. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de loi, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de foi ou n'ont pas de structure ou n'ont pas de... Non. La configuration se fait de la manière suivante. Si on admet que le politique a une force de choix, parce qu'il est élu, parce que c'est la démocratie, et si on admet que le gestionnaire a une force des voies et moyens,
C'est-à-dire qu'il doit se débrouiller pour trouver la meilleure façon pour atteindre l'objectif. Et si on admet que le fonctionnaire, le haut fonctionnaire, a été cité tout à l'heure par M. Bouvet, je pense, c'est-à-dire au ministère ou bien au niveau territorial, lui dispose d'une force de loi. S'il fait un excès de zèle, il peut bloquer la situation. Si le choix est mal réfléchi, si le choix est contraire à une promesse électorale, c'est-à-dire un mensonge, le contraire d'une promesse électorale, c'est un mensonge. La promesse électorale nous fait grandir. Le mensonge, il est volontaire. On sait les chiffres et on dit le contraire. Ça bloque le système. Et si le gestionnaire continue à dire c'est eux, c'est toujours eux à Paris, ou eux au centre, ne trouvera jamais l'autre façon pour faire autrement, le système ne fonctionne pas. Ce qui nous ramène à cette configuration. Ah non, c'est David qui contrôle toujours. Là, c'est beau. Je ne dirai pas plus que ça. On reste dans un schéma global, élu, apporte le changement, l'administration assure la continuité. Ça ne fonctionne plus ce schéma-là. On confie aux gestionnaires publics, c'est-à-dire les gestionnaires de proximité, les territoriaux, comme on dit, les municipaux, les recteurs d'université, les directeurs généraux pour les hôpitaux, si on leur confiait cette obligation de résultat. Autrement dit, le choix se fait sur la base de la légitimité. Donnez-moi des résultats, soyez efficaces et je vous nomme. De l'autre côté, j'exige la loyauté, à ne pas confondre avec la partisanerie. Le rapport entre les deux, entre le bleu et le rouge, sensibilité et légitimité, on a ce qu'on appelle une zone d'innovation. Trouver cette autre façon-là de nommer, trouver cette autre façon-là de prêter allégeance sans être partisan, être au service plutôt du citoyen. Et de l'autre côté, entre l'administratif et le gestionnaire, sur le terrain, une double relation. Négocier de manière permanente les moyens, les objectifs et les ressources, les conditions de l'efficience, tout en acceptant le contrôle, la vérification, c'est-à-dire la conformité. Mais entre les deux, il y a une zone d'innovation. Alors aujourd'hui, 3 zones d'innovation. Une innovation dans la façon dont les politiques promettent le changement, une innovation dont les gestionnaires sur le terrain négocient tout en se soumettant au dispositif légal, réglementaire, et j'en passe, et protocolaire. Et une 3e voie, cette proximité entre le politique, celui qui a la force de choix, et le gestionnaire qui a la force des voies et moyens, cette proximité entre les deux, elle peut être à double tranchant. Complaisance, collusion, corruption, ou l'inverse. Je suis au service du citoyen d'abord, tout en étant au service de la République. Tout en étant, c'est-à-dire au service de l'État. Ou bien, je suis au service du citoyen, tout en étant au service de la région ou du territoire. Cette relation ambiguë, si elle n'est pas gérée de manière sereine sur un plan éthique, aucun outil de gestion ne pourra régler. Je pense que Jérôme, ce matin, en disant qu'en passant de l'évaluation à l'appréciation, c'est-à-dire l'évaluation telle qu'elle a été normative, prescrite et ainsi de suite, à une évaluation ouverte, une évaluation qui est contextuée, in situ, ce qu'on appelle l'appréciation aujourd'hui, l'effort appréciatif, le jugement. Si on ne trouve pas ces éléments-là, aucun outil de gestion, ni les tableaux de bord de gestion, ni les indicateurs objectivement vérifiables. La question a été posée tout à l'heure, est-ce qu'on peut, vous me pardonnez l'expression encore une fois, trifouiller un peu dans la base de données pour... bien sûr, toutes les déviances sont possibles. Toutes les déviances sont possibles avec ça. Mais par contre, là où aujourd'hui, je pense, il y a un élément de compétitivité, un élément à aller chercher, un élément pour sauver, ou durabilité, pour sauver les systèmes de gouvernance nationaux qui sont en décadence ou en déchéance, c'est au niveau de l'éthique publique. Je persiste à le croire, nous l'avons signé avec Annie Bartoli en 2009, Fabrice Lara avec
un colloque sur l'éthique et le management public, ou l'éthique du management public. Et je persiste, c'est la seule solution aujourd'hui, bien évidemment, tout en apprenant les outils. Il y a une réappropriation de l'outil de gestion à faire de l'entreprise. On a beaucoup de tabous à gérer, notamment dans les cercles francophones ou d'expression française, si vous voulez. Les anglo-saxons n'ont pas de tabou à ce sujet, et tant mieux pour eux, tant pis, ça dépend. Mais les francophones, nous avons un vrai problème avec l'outil. Nous avons des tabous, nous avons des tensions vécues, et ces tensions-là, nous ne les gérons pas comme il faudrait. Je peux dire un dernier mot ? Les 3 minutes sont très longues au Canada, c'est énorme. Je m'arrête là, dans ce cas-là. Je laisse un dernier mot, vas-y, un dernier mot. Non, je dirais, parce que là, il y a 6 mots. Non, l'autre, s'il te plaît. Face à l'inconnu, ce que l'innovation apporte, c'est l'inconnu. C'est pour ça que dans le secteur public, il nous est très, très difficile de composer avec l'innovation permanente, continue. Il faut que, si on veut miser sur, et je reprends ce que Benjamin disait ce matin, une gouvernance apaisée, apaisante, si on veut ça, là, il nous faudrait des hommes et des femmes libérés, sont capables d'innovation, de création, de discipline, de courage, de travail, de sacrifice, de dévouement, de sens de l'organisation et des réalisations qui sont dignes des grandes œuvres et des grandes nations. Ça a été dit par l'un des concepteurs ou des gens qui ont participé à l'émergence du modèle chinois, puisqu'il a été stratège parmi les stratèges chinois. Je vous remercie de votre écoute. Merci Bachir. Ça nous laisse des perspectives de réflexion énormes. Juste 2 mots pour terminer. D'abord, bien sûr, remercier Bachir de sa venue. Il a atterri ce matin à 9h à l'aéroport de Biarritz. 2 mots pour terminer. Vous dire, premier mot, j'espère que, comme à l'habitude, vous aurez été satisfait de cette journée. J'espère que vous aura permis de prendre un peu de recul par rapport à l'ensemble des problématiques qui ont été évoquées. Ben, vous nous le direz, puisque comme le disait Pierre tout à l'heure, on vous enverra une enquête de satisfaction. On a essayé de tenir compte des observations de l'année passée, notamment sur la restauration. Bon, j'espère qu'à midi, le déjeuner sera mieux passé que l'année précédente. Un deuxième mot, vous dire qu'on essaie d'anticiper nous aussi. L'année prochaine, on sait déjà à peu près où on sera, puisqu'on sera à Toulouse, sur une journée d'entretien de l'innovation territoriale organisée en partenariat entre le département du 31 et le SICOVAL. Donc on ne connaît pas encore le lieu, mais on aura le bonheur de vous accueillir à Toulouse sur une journée encore organisée sur le même type, une journée avec 4 tables rondes sur des sujets qui seront plutôt des sujets d'actualité, mais qui tourneront autour de l'innovation territoriale. Et on sait que les sujets l'année prochaine ne manqueront pas. Vous n'aurez pas trouvé des solutions à tous les problèmes. Donc on pourra encore une fois organiser cette journée. Je remercie encore une fois tous les membres du comité d'organisation. Je pense qu'on peut les applaudir. Notamment Mélina qui a fait un travail formidable. Voilà, je lui fais la bise. À l'année prochaine, merci.